Projet sur la valorisation du travail bénévole chez les aînés, présenté par le Conseil de la coopération de l'Ontario. Voici donc les sujets que nous allons aborder durant cette présentation. Premièrement, un survol du milieu communautaire ontarien. En deuxième point, nous allons aborder le sujet de la maltraitance. En troisième point, les droits et les responsabilités dans le bénévolat. Et finalement, l'éthique et le cadre juridique entourant l'engagement bénévole. Comme nous allons le constater plus tard dans la présentation, il y a beaucoup de positifs qui peuvent ressortir de l'engagement bénévole de l'aîné. Voici une vulgarisation du cercle vertueux de l'action bénévole. Ce cercle vertueux prend forme avec l'engagement bénévole qui donne une aide essentielle aux organismes pour effectuer leur mission auprès de la communauté. Cette communauté étant en meilleure santé, offrant des services, admettons, pour les aînés, va susciter un engagement positif et la roue va pouvoir continuer. Le paysage communautaire ontarien est très diversifié. Il comprend tous les organismes sans but lucratif qui œuvrent dans plusieurs secteurs. Il comprend les sociétés religieuses, de conservation, d'entraide, de levée de fonds, et finalement, toute expérience de bénévolat, admettons dans un événement sportif ou culturel. Comment donc venir en contact avec ces organismes pour effectuer du bénévolat chez eux? En contactant votre bureau municipal, souvent, ils vont avoir des contacts dans le milieu communautaire. Une recherche Internet peut aussi être très efficace. Il y a des organismes de liaison, justement, sur Internet, qui sont, eux, en contact avec plusieurs organismes. Et finalement, parfois, en restant chez soi, on peut faire du bénévolat, par exemple dans une tour à condo ou une résidence pour aînés. Avant de contacter un organisme, je dois déterminer mes besoins. Ainsi, je dois savoir combien de temps suis-je disponible à mettre à chaque semaine ou à chaque mois. Et je dois déterminer dans quel genre de milieu je veux œuvrer. Un milieu, ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur, avec des jeunes, avec des plus vieux, avec le public. Je peux aussi cibler une problématique qui me tient à cœur. Par exemple, l'accès aux soins à domicile. C'est en établissant ces besoins-là que je vais pouvoir cibler un organisme et être préparé à l'entrevue à poser toutes mes questions. Ayant pris le temps de bien déterminer ses besoins pour chercher un organisme de façon efficace, un bénévole peut s'attendre à une expérience motivante et stimulante, un lieu de travail accessible et la possibilité de faire des nouveaux acquis ou perfectionner leurs compétences. En plus de cela, en général, le bénévolat apporte de nombreux bienfaits pour les aînés. Le bénévolat peut se voir comme un travail sans le stress qui peut y être associé. Un travail où la rémunération est émotionnelle plutôt que monétaire. Faire du bénévolat au début de la retraite facilite donc la transition puisque le nouveau retraité peut s'arrêter peu à peu à son rythme et même commencer à faire du bénévolat en même temps qu'il réduit ses heures de travail. De plus, l'activité physique et mentale aide à réduire les effets négatifs de l'âge sur le corps et permet de garder un rythme de vie actif et en santé. En faisant partie d'une organisation, on fait de nouvelles connaissances qui partagent en général les mêmes idées que nous. Cela permet d'éviter l'isolement et peut mener à de belles expériences d'entraide. Statistique Canada confirme aussi que l'espérance de vie est influencée de façon positive par le fait d'avoir des amis proches. Travailler auprès du public peut parfois être difficile, mais donne aussi beaucoup en retour sur le plan émotionnel. Dépendant de l'organisme où le bénévolat est effectué, il est aussi possible d'obtenir certains avantages en nature, comme par exemple des repas, des collations, l'accès à des salles, à des ordinateurs, à Internet. Pour conclure ce volet, voici donc une courte entrevue avec une bénévole qui a bien fait sa recherche d'organisme et a trouvé une expérience à la hauteur de ses attentes. Bonjour, je
m'appelle Lynn Biscott et je suis à la retraite. J'ai travaillé à mon compte comme planificatrice financière pendant 25 ans et même si j'ai pris la retraite, j'ai commencé le bénévolat il y a 5 ou 6 ans quand je commençais à travailler à temps partiel. Je fais des déclarations d'impôts pour des gens à faible revenu à 2 endroits, le centre communautaire Central Eglinton et aussi le centre francophone de Toronto. À Central Eglinton, je travaille 2 ou 3 jours chaque semaine pendant la saison des impôts et au centre francophone, c'est seulement un matin chaque semaine pendant la même saison. Ça me convient très bien parce que mon mari et moi, nous voyageons beaucoup et c'est difficile de m'engager toute l'année. D'habitude, je cherche sur Internet pour trouver les activités ou les opportunités qui m'intéressent. Par exemple, je savais que l'Agence de revenus du Canada avait un programme où les bénévoles peuvent aider les gens à faible revenu avec leur déclaration d'impôt. Donc, j'ai cherché sur Internet pour voir la liste des organisations qui participent à ce programme et j'ai contacté l'endroit le plus proche de moi. Parce que j'ai travaillé auparavant comme planificatrice financière, je m'intéresse aux impôts comme très peu d'autres gens et j'aime aider les autres personnes à connaître plus à ce sujet. Et c'était aussi une opportunité de rencontrer les gens avec le même esprit. Plus tard, j'ai décidé de trouver une opportunité de faire la même chose, mais en français. Je suis anglophone, évidemment, et il faut que je pratique mon français autant que possible. Donc, j'ai cherché des opportunités pour faire des déclarations d'impôts en français. Et c'est une bonne opportunité pour moi de faire quelque chose que j'aime et aussi pratiquer la langue. C'est un moyen de voir le contact social avec des autres, bien sûr, mais pour moi, c'est plus que ça. C'est aussi un moyen de contribuer grâce à mon expertise et mes talents pour le bénéfice des autres. Je ne travaille plus, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant ma carrière comme planificatrice financière et je peux partager des connaissances avec des autres. Par exemple, au centre communautaire Central Eglinton, j'ai conçu et présenté une séance de formation pour des nouveaux bénévoles pour qu'ils sachent quelque chose au sujet des impôts, autre que seulement comment utiliser le logiciel. Il y a quelques organisations qui ne font pas grand-chose pour intégrer des bénévoles, mais il y a des autres organisations qui font beaucoup. Par exemple, le Centre francophone donne une séance d'information pour des gens qui veulent être bénévoles et aussi une séance plus spécifique pour les gens qui vont travailler à la clinique d'impôt. Et c'est important parce que c'est une opportunité pour rencontrer des autres bénévoles et des employés du centre aussi. Mais il faut d'abord que le bénévole ait la vraie volonté de s'intégrer dans l'organisme. Pour moi, par exemple, je fais des efforts de parler avec des autres gens, des bénévoles, des employés du centre. C'est important de créer des liens avec des autres personnes au centre. Ce n'est pas une bonne idée de seulement arriver, faire ses tâches et disparaître. On doit causer avec des autres gens et créer des liens positifs. Oui, ça se passe de temps en temps que les organismes caritatifs ne prennent le temps pour vraiment connaître le bénévole. Si on ne connaît pas les expériences que le bénévole a dans la vie auparavant, peut-être on leur donne seulement les tâches très simples.
Et le problème est remplir des enveloppes n'est pas très satisfaisant pour quelqu'un qui a eu une carrière professionnelle. Oui, pour l'intégration, c'est important pour l'organisme d'avoir des séances d'information pour rencontrer des gens et prendre connaissance de leur vie auparavant et les talents qu'ils peuvent contribuer à l'organisme. Il faut qu'ils pensent aux expériences des bénévoles dans la vie auparavant. Par exemple, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un avec l'expérience en marketing, par exemple, et on peut lui donner des tâches qui fait partie de ce monde. Aussi, c'est très important pour l'organisme de montrer leur appréciation pour les efforts des bénévoles. Par exemple, le centre francophone offre toujours une petite collation pour des bénévoles à la clinique d'impôt, peut-être le jus d'orange, les fruits frais, les biscuits, et aussi il propose le remboursement des frais de transport en commun pour y aller. Et peut-être c'est important pour les retraités qui n'ont pas beaucoup d'argent et ils veulent faire le bénévolat, mais ils ne veulent pas dépenser leur argent pour y aller. C'est des choses simples, mais c'est important. Aussi, au centre francophone, on a même organisé un dîner pour tous les bénévoles à la clinique d'impôt à la fin de la saison des impôts. C'est un autre moyen d'apprécier les efforts des bénévoles. Quand il s'agit du bénévolat, je pense que les aînés sont comme tous les autres. Il y a quelques-uns qui sont un peu peureux de s'engager. Peut-être il y a des autres qui pensent qu'ils n'ont rien à contribuer. Mais on ne peut pas modifier un organisme pour accommoder les besoins des bénévoles, mais c'est important pour l'organisme d'être accueillant à tous et reconnaître les atouts qu'apporte chaque personne. Il y a tant de choses qu'on peut faire comme bénévolat, mais il exige de la patience pour trouver la bonne situation. Ce n'est pas toujours la première situation qui va marcher pour tous. C'est important de penser soigneusement à vos besoins et à ce que vous pouvez contribuer à l'organisme. Et c'est aussi une expérience d'apprentissage pour les bénévoles aussi. C'est un peu comme le film Le Stagiaire avec Robert De Niro, où il joue un homme à la retraite qui a pris un stage senior dans une petite organisation start-up avec des jeunes gens. Il a beaucoup d'expérience, plus d'expérience que les jeunes gens de la compagnie, mais il a des choses à apprendre aussi, parce que pour lui, c'est tout à fait un nouveau monde. Donc, c'est important d'ayer de la patience et vous trouverez la bonne situation. Voici donc un graphique extrapolé des données de Statistique Canada de 2013, montrant la relation entre les groupes d'âge et le taux de participation bénévole, ainsi que le nombre d'heures annuellement consacrées à cette activité. On remarque que le plus haut taux de participation se situe dans la catégorie de 15 à 24 ans. On comprend que c'est lié à l'éducation et que malgré un taux de participation plus bas, la catégorie de 55 à 74 ans est celle qui donne le plus d'heures de bénévolat annuellement. Les aînés occupent donc déjà une place importante dans le milieu solidaire. Cette dernière devrait aussi se renforcer significativement durant les prochaines années.
En effet, les baby boomers les plus âgés sont déjà entrés en retraite. Il va donc y avoir un fort passage à la retraite de cet énorme groupe démographique, ce qui apportera un vieillissement global de la population qui devrait s'intensifier et se poursuivre selon ce qu'estime Statistique Canada jusqu'en 2031. L'augmentation du pourcentage d'aînés dans la population globale du Canada, accompagnée du fait que les nouveaux retraités mèneront une vie active plus longue, font que ces aînés constitueront un bassin potentiel de bénévoles énorme. Comme nous l'avons dit plus tôt, le bénévolat constitue le parfait véhicule pour s'assurer que nos aînés ne soient pas mis à l'écart et continuent de contribuer à la société, en plus de garder la forme et un cercle social actif. Pour s'attaquer à la maltraitance en milieu de travail, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. C'est l'emploi par une personne contre un travailleur dans un lieu de travail d'une force physique et ou de gestes comportements vexatoires qui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel ou moral. En reconnaissant le problème, la première partie de la solution est trouvée. On peut ensuite appliquer la procédure du ministère du Travail et aller chercher des traitements selon si on a fait un choc post-traumatique ou une lésion corporelle. Voici donc la procédure à suivre qui commence par l'identification, admettre qu'il y a un problème. Ensuite, nous décrirons ce problème, qui, quand, comment, et aussi en recueillant des témoignages. Puis nous irons signaler le problème à une personne ressource et s'il n'y en a pas, vraiment il faut aller chercher à extérioriser ce mal avec un collègue ou un proche. Ensuite, nous pourrons aller nous soigner selon ce qui nous est arrivé, si on fait un choc post-traumatique ou des blessures quelconques. C'est bien important de ne pas hésiter à communiquer et se soigner. Comme tout travailleur, le bénévole a de nombreux droits. Concrètement, il a le droit de recevoir toute l'information possible sur l'organisme, recevoir les formations nécessaires pour accomplir son travail, demander et recevoir une évaluation régulière de son travail, recevoir une orientation et des conseils pertinents lors de son embauche, faire respecter sa liberté de choix, travailler dans un milieu qui respecte la sécurité au travail, et se faire rembourser toute dépense relative à son travail. Il est à noter que ce n'est pas tous les organismes qui offrent les repas, les collations et offrent de rembourser les dépenses liées au transport. C'est pourquoi il est tout à fait normal de s'informer de prime abord. Pour ce dernier point, le gouvernement du Canada semble vouloir s'impliquer en offrant des crédits d'impôt sur les dépenses ayant rapport avec le bénévolat. On retrouve cette mesure et d'autres propositions pour favoriser le bénévolat chez les aînés dans le rapport sur le Conseil national des aînés qui a trait au bénévolat chez les aînés et le vieillissement positif et actif. Comme tout travail, il faut avoir une volonté de bien faire les choses et de respecter l'organisme pour lequel on travaille. Ensuite, chaque organisme possède ses politiques internes et devrait les communiquer à leurs bénévoles si cela leur est pertinent. La responsabilité de bénévole, concrètement, c'est accomplir ces tâches de manière efficace, accepter les conseils et les décisions des personnes en charge, participer aux activités d'orientation, de réunion et formation, ne pas dépasser ses responsabilités dans l'entreprise, entretenir une bonne relation de travail avec les employés rémunérés, consentir aux politiques de confidentialité de l'organisme. En respectant les droits et les responsabilités, la relation entre l'employeur et l'employé est fortifiée. Tout le monde y gagne. Qu'est-ce que l'éthique en milieu de travail? L'éthique comprend tout ce qui va au-delà des règlements et de la déontologie déjà établis par la société. Ces normes comportementales, si elles sont respectées par les travailleurs et l'organisme, contribuent grandement à minimiser l'occurrence d'actes de maltraitance en milieu de travail. De bonnes valeurs à adopter pour l'organisme, pour avoir une bonne éthique en milieu de travail, commencent avec la reconnaissance. La reconnaissance, c'est parfois une parole, un petit geste, qui sont très payants pour l'organisme, puisqu'ils montrent à leurs bénévoles comment ils sont importants pour eux. Ensuite, la transparence, c'est une bonne communication.
une communication d'informations véridiques, une communication efficace. Ensuite, l'accessibilité. L'organisme ne doit pas faire preuve de discrimination, que ce soit pour l'embauche, que ce soit pour accéder à d'autres postes, etc. Finalement, l'adaptabilité. Ce n'est pas nécessairement faire un traitement de faveur, mais c'est montrer une certaine flexibilité. Par exemple, dans les heures de travail et les heures de repas, et particulièrement pour les aînés, faire preuve de flexibilité pour le transport, c'est-à-dire favoriser le transport en commun, peut-être dans la localisation des locaux, ou offrir le transport si on n'est pas proche de réseaux desservis par le transport en commun. Le travailleur doit faire preuve d'autant d'éthique de travail que son organisme. Cette attitude lui permet d'espérer de recevoir le meilleur traitement possible, de retirer une expérience de bénévolat réussie, de transmettre ses propres valeurs aux autres générations. Un guide est disponible sur volunteer.ca, c'est le Code canadien du bénévolat, qui donne les grandes lignes pour une intégration viable, stratégique et éthique de bénévoles au sein d'organismes. 1999 marquait l'année internationale des personnes âgées. Dans le cadre de cet événement, un comité de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont fait un énorme travail de consultation auprès des aînés, des organismes d'aînés, du milieu de la santé et différents représentants pour produire un document, le Cadre national sur le vieillissement. Celui-ci a ensuite été revu par un comité sénatorial en 2006 en y incluant de nouvelles données et études, notamment le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement de 2002. Un des points soulevés par ce travail de consultation était l'identification de 5 valeurs qu'on voit sur le graphique en pointe de tarte. La réalisation de ces valeurs serait grandement bénéfique pour les aînés. Pour atteindre la réalisation de ces valeurs, 3 grandes catégories de mieux-être des aînés ont été pensées. Comme on verra, le bénévolat peut jouer un rôle important comme acteur dans ces 3 catégories. La santé, le mieux-être et la sécurité comportent la santé physique et mentale, la sécurité du revenu et du logement. Comme mentionné plus tôt, le bénévolat peut améliorer tous les aspects de la santé. Certains organismes ont aussi comme mission l'hébergement d'aînés et leur accès aux soins de santé. L'apprentissage continue. Pour mener une vie active et maintenir une participation dans la société, on voit ici facilement la place que peut prendre le bénévolat dans la vie des aînés. Le soutien et les soins dans la communauté, ça inclut le transport, les soins à domicile, les soins palliatifs, etc. Plusieurs organismes bénévoles ont spécifiquement comme mission de s'attaquer à ce genre de problématiques. C'est lors de l'embauche ou de l'entrevue qu'il faut demander à la personne ressource s'il y a un contrat de travail pour les bénévoles ou si on peut en faire un. Dans celui-ci, l'organisme peut inclure, par exemple, ses politiques internes, les heures et les tâches que son bénévole devra faire, et ainsi de suite. Le bénévole peut, tant qu'à lui, demander des avantages nature, des heures de repas plus longues, des vêtements de travail, etc. La santé et la sécurité au travail, c'est le travail de tout le monde. Même si le bénévole est exclu du terme travailleur de la loi de la LSST, c'est sa responsabilité d'approcher toute tâche de façon sécuritaire. C'est son droit de refuser toute tâche qu'il considère non sécuritaire et pour laquelle il ne possède pas la formation nécessaire. Il peut aussi demander à être formé comme les employés rémunérés pour effectuer d'autres tâches de façon sécuritaire. Pour conclure cette section de la présentation, voici donc une courte entrevue avec une bénévole qui a un parcours fort intéressant dans la création d'organismes sans but lucratif et dans la création de conseils d'administration. Eh bien, moi, je viens de Suisse, où je vivais dans un canton catholique, où là, le bénévolat, c'était contrôlé par l'Église. Et bien sûr, j'ai fait du bénévolat, mais je n'ai jamais pris les responsabilités. Après ça, quand je me suis mariée, je suis allée au Nigeria, où je n'ai pas trop fait de bénévolat, excepté que je enseignais dans une école palestinienne où la communauté, c'était très important et on y passait beaucoup de temps.
Après ça, je suis venue à Montréal, Toronto, et là, les premières années, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'évidemment, le bénévolat, quand on est marié, qu'on a des enfants, on le fait à promener les enfants, à les amener à toutes les leçons, ainsi de suite. Ce n'est vraiment que vers l'âge de 38-40 ans que j'ai commencé à me dire, tiens, moi j'adore l'histoire, j'ai un aimé en histoire, mais dans mon travail, c'est pas tout à fait ça que je fais. Et là, on a commencé avec un professeur de Glendon, on a commencé une société d'histoire. On ne savait pas du tout comment le faire et on a eu la chance d'avoir des personnes qui nous ont dit, voilà, on va t'incorporer, on va te structurer, on va te donner des statuts, et petit à petit, on a appris à fonctionner, mais on a appris vraiment à fonctionner sur le tas. Et ça a bien marché puisque la société est toujours là. Après, je me suis impliquée dans des CA qui ont affaire avec mon travail, comme l'Association des producteurs francophones au Québec. À un moment donné, on voulait ouvrir une caisse des jardins à Toronto, donc j'ai fait partie d'un CA pour faire un petit peu avancer ça. Pendant 8 ans, j'ai fait partie du CA du Toronto Historical Board, qui est maintenant Heritage Toronto. Et là, évidemment, c'était plus sérieux que ça, c'est pas possible parce que c'était très politique et à la fois, évidemment, tout patrimonial. Et il a fallu vraiment apprendre à fonctionner. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté de faire partie du CA de mon condo. Et je crois que c'est le CA le plus difficile auquel j'appartiens parce qu'évidemment, tous les propriétaires se comportent comme des propriétaires. Alors pour moi, le bénévolat c'est super important parce que j'adore mon travail, je fais partie de ces gens qui font des choses que je considère intéressantes. Malgré tout, il y a toujours un coin de moi qui dit « Oh, oui, je pourrais passer ma vie à faire un peu plus de ci, un peu plus de ça. » Pour certaines personnes, c'est du sport. Pour moi, c'est l'histoire, c'est aussi les divers métiers que je pratique. Pourquoi c'est très important? Parce que je rencontre un tas de gens, j'avance dans ce que je fais, je découvre toutes sortes de choses. Je connais la ville de Toronto comme sûrement d'autres personnes la connaissent mieux que moi, mais je trouve que je la connais super bien parce que justement c'est dans le cadre de mon bénévolat. Et évidemment, l'histoire, c'est quelque chose qui change tout le temps. Ça me permet de faire des visites guidées, donner des conférences. Et oui, je suis qualifiée pour ça, mais malgré tout, je dois travailler avec mes collègues dans le CA. Et ça va très bien. C'est quelque chose qui fait partie de mon travail de tous les jours. Et j'ai d'ailleurs un collègue, je pense que les 10 dernières années de sa vie, elles ont été, comment on pourrait dire, ensoleillées parce qu'il avait le bénévolat à la Société d'Histoire. Pour moi, le bénévolat m'apporte beaucoup et d'ailleurs j'ai presque honte quand on me dit « Oh, tu fais du bénévolat, t'es fantastique, tout ça », parce que j'ai toujours l'impression qu'il m'apporte beaucoup plus que ce que j'apporte aux autres, parce que justement, il me permet de connecter avec les sujets que j'aime, il me permet de connecter avec toutes sortes de personnes que je ne rencontrerais pas autrement. Et c'est les personnes qui sont mes collègues au CA ou les membres de la société, mais c'est aussi des professeurs. Je lis le journal, je trouve un article, je dis « Ah, ça c'est intéressant ». Pourquoi? À cause de mon bénévolat. Évidemment, on pourrait dire que l'histoire c'est pas du sport et pourtant je fais beaucoup d'activités physiques avec ça. D'abord on fait des visites guidées qui durent 1h30, 2 heures. Il faut les préparer, il faut plusieurs fois faire le trajet. Hier je suis allée à Hagersville qui est quand même à 1h30 d'ici dans la réserve des autochtones qui autrefois étaient à Toronto. Oh mon Dieu, je vous jure, pendant 4-5 heures, il a fallu marcher. Donc, c'est de l'activité, c'est de l'interaction avec les autres personnes et j'ai beaucoup appris, beaucoup. Alors, faire partie d'un CA, pour moi, d'abord, c'est apprendre à travailler en comité.
On apprend dans le travail, on apprend toutes sortes de façons de travailler, on apprend de travailler en équipe, tout ça. Travailler en comité, c'est encore autre chose. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur pour les personnes qui se disent, tiens, est-ce que je suis capable d'être bénévole? Est-ce que je vais pouvoir faire partie d'un CA? Rassurez-vous parce que dans la plupart des cas, et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, fais-toi pas de soucis, la première et la deuxième année, tu écoutes, tu apprends, tu essayes de te mettre un petit peu dans le bain, surtout quand il s'agit par exemple de tous les règlements de la ville de Toronto. Et un beau jour, tout d'un coup, on se sent prêt à intervenir et à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fin, nous avons une nouvelle habileté. On a appris à faire des tâches qu'on n'aurait pas fait autrement. Moi, j'ai appris à utiliser l'ordinateur d'une façon que je n'aurais jamais utilisée autrement. Et ça, pour les aînés, par exemple, c'est très important. Même s'ils commencent, parce que souvent on n'est pas très habile avec toutes les nouvelles façons d'utiliser l'ordinateur, eh bien on fait une tâche, on apprend une chose et puis voilà, on peut ensuite la transposer à autre chose dans la vie. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. En général, les CA, moi je n'en connais pas qui ne veulent pas des bénévoles. Je n'en connais pas qui ne veulent pas des candidats. Au contraire, ils veulent des candidats. Et en général, ils leur disent, eh bien, tu vas au début, c'est pas trop compliqué. Et puis pour finir, vous allez trouver que vous avez quelque chose à dire et vous prenez les responsabilités. Bien, si vous voulez avoir une politique d'intégration des bénévoles, il faut commencer par le respect. C'est-à-dire que vous ne regardez pas les tâches qui ont besoin d'être exécutées dans votre organisme et puis voilà, on va trouver le bénévole qui va nous les faire. Non. Quand le bénévole vous approche, vous l'interviewez, vous essayez de comprendre pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il aimerait faire, quels sont ses buts à court, moyen et long terme. Et ensuite, vous lui dites, bon, alors on va te proposer de faire ci ou de faire ça, mais pour ça, il faut donner de la formation. Et par exemple, à la Société d'Histoire, pour par exemple les visites guidées, chaque année, on a une réunion où les guides plus expérimentés et les autres parlent un petit peu de ce qui a bien été, de ce qui n'a pas bien été. Et puis les jeunes qui disent, les jeunes ou les nouveaux qui disent, moi j'aimerais bien faire une visite mais je ne sais pas trop comment. En général, ils le font avec un mentor. Et ça va très bien, nous en avons eu 2 l'année passée et je pense que cette année, ils vont faire des visites tout seuls. Parce qu'ils ont compris en fait que oui, c'est du travail, de la préparation, de la structure, mais c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, c'est la passion qui compte. Hein. Et ce qu'il faut promettre aux bénévoles, c'est que nous allons les respecter. Ensuite, nous allons également respecter les donateurs, les membres, les personnes avec qui on travaille. Quand un bénévole ou quand un membre de la société ou quelqu'un d'autre nous donne du temps, nous donne de l'argent, il faut ensuite remercier. Il faut être reconnaissant. Ça prend quelquefois presque plus de temps que de recevoir le don au début, mais c'est essentiel. Et puis, trouver la chose qui va faire plaisir à la personne et non pas la vieille affaire que vous aviez quelque part dans un tiroir et vous ne saviez pas quoi faire. Donc, dire merci, respecter le bénévole, respecter les membres avec qui vous travaillez et dire merci. Dans les milieux francophones, il y a très peu d'organismes qui ont des membres payants, c'est-à-dire qui ont un directeur ou qui ont un secrétaire, assistant ou quoi que ce soit. Donc, la plupart des organismes fonctionnent avec des bénévoles. Dans les organismes auxquels j'ai participé, il n'y a qu'un seul où nous avons un directeur. Et mon Dieu, la pauvre personne ne fait pas tout. Donc, nous devons aussi travailler. Donc, le bénévole est essentiel. Et le bénévole, sans eux, je pense que la moitié de la francophonie ne marcherait pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les recruter les bons bénévoles et trouver des façons de les former et surtout de les garder.
Ça, c'est quelquefois un petit problème en francophonie au Québec, parce que les gens ne restent pas pour longtemps. Donc, il faut avoir une politique de formation des bénévoles qui continue. Selon mon expérience, il y a comme 3 obstacles à l'implication des aînés dans le bénévolat. La première, c'est le transport. Toronto est une énorme ville et si vous avez des organismes qui n'ont pas compris qu'ils doivent être à côté des sorties de métro ou des arrêts d'autobus commodes, eh bien, il manque l'occasion d'avoir beaucoup de bénévoles. Par exemple, à la Société d'Histoire dont je fais partie, nous n'avons pas de salle officielle parce que nous allons toujours à côté des endroits où il est facile d'accéder. Et ceci permet aux aînés qui ont de la peine à se déplacer de prendre le métro sans problème. Ça leur permet également de rentrer le soir, pas trop tard, parce qu'ils savent très bien comment se diriger en métro. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième, c'est la technologie. Très souvent, vous quittez le travail pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et voilà, vous ne savez plus fonctionner dans ce monde technologique. Les ordinateurs sont devenus différents, l'iPad c'est encore autre chose. Il y a maintenant des formulaires pour absolument tout. Les demandes de subventions au gouvernement sont super compliquées et il faut les remplir et les envoyer en ligne. Et quelquefois, eux ont des problèmes, donc on ne sait plus si c'est nous ou si c'est eux. Donc il y a ça pourrait être un gros obstacle, la technologie. Même des personnes qui ne savent pas prendre des photos et ensuite les transférer sur l'ordinateur et ainsi de suite. Mais, écoutez, on ne va pas vous demander d'inventer la poudre tout de suite ou de réinventer la roue. Vous commencez, vous faites un petit travail et là, tout d'un coup, vous dites, tiens, maintenant je sais faire ça. Peut-être que je pourrais faire plus. C'est évident qu'on ne va pas vous demander d'être trésorière ou présidente tout de suite parce que c'est souvent ces 2 personnes-là qui sont confrontées. Et demander des subventions, c'est aussi un travail presque spécialisé. Mais ce n'est pas ça qu'on vous demande au début. On va vous demander des choses beaucoup plus simples. Mais quand vous serez prêt à vous lancer, ce sera le moment. Troisième chose, c'est la motivation. Ce n'est pas que les aînés ne sont pas motivés. Les aînés se demandent s'ils vont trouver leur place dans les organismes qui existent. Ils se demandent s'ils vont être accueillis, s'il y aura de la place pour eux, si ils vont pouvoir aider. Parce à quoi ça sert d'être bénévole si on ne peut pas aider? Et je sais pour l'avoir vécu que certaines personnes qui sont d'ailleurs très pleines d'énergie dans la vie deviennent très timides quand il s'agit du bénévolat. Et moi, j'aimerais leur dire, vous savez, dans la plupart des associations, on dit « Venez, vous écoutez, vous regardez pendant 1 année ou 2, puis ensuite vous pouvez agir. » Donc, pas trop de problèmes de motivation. Surtout, ne pas avoir peur, parce que tout le monde va vous respecter. En conclusion, j'aimerais dire que la chose la plus importante dans le bénévolat, c'est que vous n'ayez pas l'impression de faire du bénévolat tellement ça vous convient. Il faut que le bénévolat vous rapporte autant à vous qu'aux personnes pour qui vous le faites. Ça, c'est du bénévolat qui va durer. Et vous avez sûrement entendu des personnes qui ont reçu des prix ou des choses comme ça et qui ont dit « Mon Dieu, mais pourquoi je reçois ce prix? J'ai tellement eu du fun. » Et c'est ça, un bon bénévolat, c'est un bénévolat qui va vous donner du fun, qui va faire que vous vous sentez mieux et meilleur et ainsi de suite. Et j'aimerais aussi lancer une invitation aux immigrantes, aux personnes immigrantes qui souvent se disent « Oh mon Dieu, moi je viens d'arriver » ou « bien ça fait déjà quand même quelques temps que je suis ici, mais peut-être j'ai pas ma place, peut-être que j'ai rien à apporter. » Au contraire. Moi, je peux dire par expérience que chaque fois que nous avons eu des personnes de culture francophone différentes et tout ça, ça n'a été qu'un apport. Et il y a 136 façons de collaborer. Et en général, quand vous êtes dans un organisme bénévole, il peut aller dans une direction, dans une autre, il peut y avoir différentes façons de faire les mêmes choses. Donc, n'ayez pas peur, venez voir et vous pouvez essayer. Puis des fois, essayer, c'est l'adopter.
Finalement, voici une liste d'outils et de références qui sont particulièrement utiles dans la recherche d'organismes sans but lucratif et de services pour les aînés. Pour terminer, j'aimerais remercier au nom du CCO et du mien, Jean-Michel Gagnon, les organismes qui nous ont aidés à faire fructifier ce projet, notamment la province de l'Ontario, qui a financé partiellement le projet, le Centre francophone de Toronto, qui m'a aidé personnellement à trouver des candidats pour mes entrevues, la Société d'histoire de Toronto, qui a participé aux entrevues, et bien sûr les personnes qui ont participé aux entrevues, Madame Danielle Callot et Madame Lynn Biscott. Merci.